Coopération Bamako, Ouagadougou, Conakry, l'axe du panafricanisme. Nous nous interrogeons encore ce mardi 14 février de l'an de grâce 2023. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes et votre chaîne de télévision qui pour l'heure est sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais bientôt on l'espère, on sera dans les ménages avec la grâce du vrai Dieu. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Le Premier ministre Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela a convié dans la soirée du jeudi 9 février dernier les ministres en charge des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et de la Guinée, le docteur Maurice Anda Kouyaté, à une réception. À cette occasion, il a levé le verre à la future fédération Burkina-Mali-Guinée. Panafricaniste convaincu, le Premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, est sans équivoque, on va le dire, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Il nous dit qu'ils doivent impérativement aller vers le fédéralisme. En effet, il a profité de la réception qu'il a offerte au ministre en charge des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et de la Guinée, le docteur Maurice Anda Kouyaté, pour réitérer son rêve de voir ces trois pays faire destin commun. Selon lui, cela va en droite ligne des aspirations des populations des trois pays. Il n'y a pas longtemps, Ibrahim Cissé a fait le trajet à pied de Bamako à Ouagadougou pour nous appeler à la fédération. Nous devons mesurer la détermination de ces citoyens maliens. Allons-nous laisser cela sans suite? Nous devons prendre conscience et nous mettre ensemble pour réaliser le rêve de nos populations. Ce que nous voulons tout simplement, c'est répondre aux aspirations de nos peuples qui ne demandent qu'à vivre en paix et en sécurité, à vivre dans une vraie démocratie et non dans une démocratie tronquée, à vivre en harmonie avec leurs voisins. C'est tout ce que nous cherchons, a-t-il expliqué. De son avis, la rencontre tripartite des ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée-Conakry, qui s'est tenue à Ouagadougou, est historique et doit rester dans les mémoires. Pour lui, ce n'est pas un hasard, car la Guinée a connu la révolution avec Sékou Touré, le Mali avec Modibo Keïta, le Burkina Faso avec Thomas Sankara. Ce sont trois pays en transition. Cette transition n'est pas un hasard, c'est le résultat de la lutte de chaque peuple qui a refusé une certaine dictature. Si nous nous retrouvons, c'est pour essayer de mettre en commun ce qui nous réunit, c'est pour essayer de mettre de côté ce qui pourrait nous diviser. Nous devons jeter les bases qui vont permettre de réaliser ce rêve, a-t-il encore ajouté. C'est pourquoi il a demandé aux trois ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée de se mettre au travail avec leurs experts pour voir comment réaliser ce désir des populations. Ce n'est pas impossible car tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Nous sommes vraiment attachés à la réalisation du chemin de fer Ouagadougou, Bamako, Conakry qui va permettre de mener une politique d'intégration. Ce que nous rejetons, ce sont des dirigeants qu'on nous impose à travers des élections truquées, à travers des coups d'État constitutionnels que les tenants de la démocratie même avalisent, a déclaré le Premier ministre Maître Kielem de Tambela. De ce fait, il les a exhortés à être les précurseurs de cet idéal tant voulu par les populations des trois pays. Nous pouvons aussi nous mettre ensemble et d'autres viendront nous rejoindre. Rien ne se fait sans début. Il faut qu'il y ait des précurseurs qui indiquent le chemin. Nous voulons être ces précurseurs. Le chemin ne sera pas facile, mais nous sommes engagés pour la victoire ou la mort. Nous tenons le flambeau. Si nous chutons, nous laisserons nos populations désemparées. Nous ne pouvons pas prétendre les diriger sans connaître leurs aspirations et sans prendre le risque pour les réaliser. Il nous faut forcément aller de l'avant vers l'intégration, insiste-t-il encore. À propos d'une éventuelle hostilité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, contre ce projet de fédération, voici la réponse du chef du gouvernement burkinabé. On nous dit que le fait que nous nous entendons tous les trois, c'est contre la CEDEAO. Mais nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Donc nous ne pouvons pas être contre ce que nous avons contribué à créer. Ce que nous voulons, c'est vivre ensemble. Nous ne sommes pas contre la CEDEAO, ni contre qui que ce soit
nous disons tout simplement que si la CEDEAO veut être respectée, elle doit aussi apprendre à respecter les autres. À l'entendre, eh bien, la CEDEAO n'a joué aucun rôle pour aider le Mali et le Burkina Faso qui traversent une crise sécuritaire qu'il a qualifiée de sérieuse. Je ne sais pas ce que la CEDEAO a fait pour aider le Mali à lutter contre l'insécurité et contre le terrorisme, mais je sais ce qu'elle n'a pas fait au Burkina Faso. Nous avons lutté tout seuls. Chaque jour, des Burkinabés tombent, des infrastructures sont dynamitées. Nous n'avons reçu aucune aide de la CEDEAO. De quel droit la CEDEAO va venir nous dicter notre conduite? Si elle a été absente pendant tout notre parcours, alors elle doit également rester absente pendant que nous cherchons des solutions à nos problèmes et nous laisser continuer notre chemin, a-t-il encore martelé. Toujours dans la même lancée, il a laissé entendre que le Burkina Faso, le Mali et la Guinée sont pour la CEDEAO, mais que ces pays peuvent aussi vivre sans cette institution. Il déclare, et je cite, « Il faut qu'on dise les choses clairement. La CEDEAO a été créée en 1975. Nos pays ont vécu avant 1975, ce qui prouve qu'ils peuvent vivre sans la CEDEAO. Nous souhaitons vivre avec la CEDEAO, mais si elle veut nous empêcher de nous réaliser, nous mènerons notre chemin. La CEDEAO est une structure de coopération et non d'intégration. Si elle reste telle qu'elle est actuellement, même dans 1000 ans, elle n'aura pas d'évolution, a-t-il déclaré. Voilà pourquoi, ce matin du 14 février de l'an de grâce 2023, nous nous interrogeons. Coopération Bamako, Ouagadougou, Conakry, l'axe du panafricanisme. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant à l'université de Douala. Il est sociologue et surtout panafricaniste. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour aux milliards de téléspectateurs. Nous avons surtout accueilli favorablement et agréablement votre réceptivité au message de victoire qui a été passé lors de la dernière émission. Nous tenons à le réitérer. Cette victoire n'est pas un rêve, c'est une réalité. Il reste simplement qu'elle se matérialise. Beaucoup d'Africains qui ne comprennent pas ne pourront certainement pas le comprendre maintenant. Mais ils le verront. Nous allons voir cette victoire se réaliser. Le continent est en pleine ébullition. Nous voyons des mouvements. Tout ne peut pas se dire ici. Mais les Africains doivent savoir une chose, le continent bouge et en dessous là, c'est-à-dire dans la croûte terrestre de tout le continent. Quand je dis le continent, ne regardons pas seulement ceux qui sont sur les terres continentales en Afrique, c'est de partout. Nous saluons tous ceux qui nous contactent de par le monde, tous les Africains qui nous ont appelés, qui nous ont dit, voilà, nous sommes dans le combat, nous sommes avec vous, nous leur disons merci. Restons dans le même combat. Soyons soudés, unissons nos forces. Nous sommes la vraie force. Les sauveurs de l'humanité, c'est les Africains. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'être là ce matin. Eh bien, du côté, on va le dire comme ça, de l'Afrique de l'Ouest, il y a justement cet axe du panafricanisme, coopération et surtout fédération entre 3 pays, Bamako, Ouagadougou, Conakry. Je commence par cette question. Est-ce le nouvel axe du panafricanisme? C'est le nouvel axe. Soyons aussi un peu moins réducteurs à ce niveau. C'est l'un des axes du panafricanisme. Parce qu'il y a aujourd'hui dans les milieux panafricanistes des gens qui pensent que le panafricanisme, c'est simplement ce que nous voyons à la surface. Le Burkina, le Mali, la Guinée-Conakry, c'est ce qui apparaît aujourd'hui à la surface du panafricanisme. C'est les résultats du panafricanisme. Donc, c'est l'axe visible du panafricanisme. S'il fallait décrypter le panafricanisme d'aujourd'hui, il y a un axe invisible. Et vraiment là, le poumon, on connaît où est-ce qu'il se trouve actuellement. Il y a un axe visible. Cet axe visible, c'est le Burkina, le Mali et la Guinée-Conakry. Ces 3 pays sont en train de construire ou de reconstruire quelque chose qui existait déjà en Afrique. Quoique nous étions en train d'échanger bien avant. Et on voit que beaucoup d'éléments, d'institutions que l'Afrique avait créées sont en train de refaire jour. Ici, vous avez une institution qui existait bien avant les indépendances, en 1958. Mais s'il faut rentrer bien avant, dans les grands empires, nous avons toujours évoqué l'empire Songhai, l'empire du Mali, l'empire du Ghana, le royaume de Gao. Tous ces royaumes-là
ont un cœur symbolique, c'est le Mali. Et tous ces royaumes, pour ceux qui ne le savent pas, ont quelque chose de particulier. C'est des royaumes qui ont été fédérateurs au sens de ce qu'on veut aussi entendre par fédération, c'est-à-dire de concept institutionnalisé, mais fédérateurs de plusieurs peuples. Nous aimons toujours prendre les cas, par exemple, la confrérie des Dozo. C'est des chasseurs. Mais ces chasseurs se retrouvent au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Libéria. Les Dozo, c'est des chasseurs. Mais comment ces gens ont-ils pu se retrouver sur des territoires épars qui sont aujourd'hui émiettés en État? C'est parce qu'il s'agissait d'une seule organisation politique qui régissait la contrée. Et cette confrérie s'est spécialisée dans un domaine précis, dans plusieurs pôles de la même organisation politique. Donc, les Africains doivent savoir que les choses que les Occidentaux croyaient avoir détruites sont en train de reprendre corps, et particulièrement ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération Burkina-Mali, Guinée-Conakry. Il faut savoir qu'en 1958, lorsque les pères fondateurs de la CEDEAO voulaient reconstituer cette fédération, le projet a été détruit et déstructuré par un larbin de la France-Afrique, en l'occurrence le célèbre poète Léopold Sédar Senghor, qui a fait beaucoup de mal à l'Afrique, même si en littérature, il a fait beaucoup d'honneur à l'Afrique. Il a montré quand même que même dans l'art où l'occidental croyait être le summum, parce que si on lit Emmanuel Kant, l'Africain est incapable de la perception artistique, qui pour lui est la perception la plus avancée, eh bien, le beau et le magnifique qui ressort de l'art, l'Africain l'a perçu dans Senghor avec une poésie qui est tout à l'honneur de la peau noire. Donc, mais Senghor a utilisé son art pour servir le colon, pour mieux s'intégrer chez le colon. Et donc, Senghor, en tant que larbin, a contribué à détruire la fédération du Mali. Cette fédération était une fédération assez grande. Pour ceux qui ne le savent pas, cette fédération comportait des pays comme le Bénin, des pays comme le Sénégal. Donc, il y avait le Bénin, le Sénégal, le Burkina, le Mali, qui étaient une fédération. On appelait ça à l'époque le Soudan français. C'est-à-dire les Français eux-mêmes reconnaissaient que le territoire qu'on a trouvé, ces gens-ci sont d'abord unis. Et ils les appelaient le Soudan français. Donc ces gens étaient d'abord dans une union et c'est un retour aux sources qui est en train de se dessiner. On n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau forcément. On a une nouvelle appellation pour quelque chose d'ancien. L'Afrique reprend forme dans ce qu'elle avait de puissant. Et c'est ça qui est quand même beau dans ce qui se fait. Et pour les nouvelles générations, il ne faut pas qu'elles croient que c'est très nouveau. On a expliqué ce qui se passe. Il faut qu'elles comprennent qu'il y a un retour aux sources. Et pour les hommes politiques qui sont en train d'actionner ces leviers, nous savons que ces leviers vont marcher parce que les sources anthropologiques nous montrent que sur cette terre-là, il y a un socle spirituel commun. Et ce socle spirituel est favorable actuellement. Donc, les acteurs vont réussir à parvenir à leur fin. Peu importe ce que en pensent les Occidentaux. Parlant justement des pensées des autres, il y a également que la CEDEAO ne voit pas de bon œil cette fédération de ces trois pays. C'est une CEDEAO myope. C'est une CEDEAO elle-même. C'est comme un enfant gâté qui finit par renier ses parents. L'origine de la CEDEAO, nous le disons encore, c'est la Fédération du Mali. C'est là l'origine de la CEDEAO. Quand dans les années 60, toute la discussion pour construire une fédération, d'ailleurs Senghor, quand il construit la fédération du Mali, il dit c'est le Commonwealth dans l'espace français. Parce que quand ça naît, c'est la première institution qui regroupe plusieurs pays dans l'espace francophone, au sens où on se met dans la géopolitique du colon. L'espace francophone, c'est la première organisation qui réunit plusieurs pays. Bien sûr, initiée par les peuples. Et les Français vont réagir. Ils vont réagir parce qu'ils se disent autour de ça, c'est une fédération qui va construire, qui va détruire ce qu'ils appellent la communauté française. Ils vont réagir, ils vont tout faire pour que Senghor prenne l'indépendance du Sénégal et sorte de la fédération. Cette fédération arrive avant le Commonwealth qui vient tardivement dans les années 70.
Donc, c'était un projet qui était en avance sur son temps. C'est un projet qui a été réactualisé. Maintenant, pour tous les fils de la CEDEAO, celle qui est actuellement en cours, c'est-à-dire la CEDEAO des élites, il y a une méconnaissance de son histoire. C'est ce qui les amène à avoir cette vision tout à fait négative. Est-ce parce qu'elle est sous la coupole de la France et surtout de l'Union européenne? Oui. Il y a l'ignorance, il y a aussi la manipulation de la jeune française. Le fait que la jeune française tienne des présidents comme le président du Sénégal, Macky Sall, les présidents comme celui de la Côte d'Ivoire, le dictateur despote sanguinaire Alassane Dramane Ouattara, ou bien celui de la Guinée-Bissau, le président en exercice, qui est une véritable marionnette, Embalo Sissoko, ou encore les George Weah qui ont miroité des choses, je ne sais pas trop ce qu'on va lui donner, le Libéria encore en train de végéter. Donc, ces pays-là, Bazoum, l'un des sous-préfets les plus actifs dans la sous-région, c'est ces individus qui aujourd'hui défendent la CEDEAO des élites. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder les privilèges et garder le système de disparité sociale qui les arrange actuellement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a une ignorance parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils se battent contre le noyau spirituel de la CEDEAO. C'est différent, c'est un tout autre. Le Premier ministre burkinabé, M. Tambela, il a d'ailleurs rappelé que la CEDEAO est née en 1975 et c'est d'ailleurs eux qui fondaient la CEDEAO et que ces membres-là n'oublient pas d'où vient justement la CEDEAO. Ils ont vécu sans la CEDEAO, ils peuvent également vivre sans la CEDEAO. Vous savez, il y a un jour, nous discutions avec un ami et il me parlait, il disait, quand on regarde ce que les Africains font à l'étranger, les Africains vraiment donnent de l'honneur à beaucoup de pays étrangers et vraiment, on est en train de nous voler tout notre or. Je lui dis, oui, c'est vrai, on peut voler de l'or. Mais tu sais, je préfère qu'on me vole de l'or, mais pas qu'on m'enlève ma mine d'or. Parce qu'avec ma mine d'or, je peux tout le temps me faire mon stock d'or. Mais celui qui prend quelques lingots d'or et puis s'en va, il va en jouir le temps que ça prendra. Mais s'il n'a pas bien géré son or, il va revenir dans le besoin. Donc, c'est la même chose avec la CEDEAO. Le socle spirituel de la CEDEAO étant la mine d'or, donc le point originel de tout ce qui se passe. Oui. Si ils croient que l'union des élites qui constitue, c'est vraiment quelque chose de valeureux, eh bien, ils vont continuer de se tromper. Ça va mourir de sa propre mort. Le socle spirituel, actuellement, il est pris par nous. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre pourquoi, actuellement, les choses vont aller dans le sens des panafricanistes. Nous contrôlons le socle spirituel de la CEDEAO. Ça, c'est quelque chose de très important que les panafricanistes ont réalisé. Peut-être, sans même le savoir. Peut-être, mon frère Ngos, parce qu'au départ, on n'avait pas ces lectures. Mais au fur et à mesure qu'on va profondément dans les lectures, on comprend. Pour ceux qui connaissent ce que représente la Guinée-Conakry, spirituellement pour la CEDEAO, ils comprennent ce que nous disons. Guinée-Conakry, ce n'est pas un pays comme les autres. Le Mali, bien sûr également. Le Mali est le cœur des empires, des grands empires en Afrique de l'Ouest. Et ces empires avaient une nature qui n'est pas niée. Le rayonnement dans le monde, on se souvient avec le royaume, avec Tombouctou qui était devenu la grande référence intellectuelle du monde musulman au Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle. Et on se souvient aussi que les grands empires comme l'empire du Ghana, l'empire Songhai ou bien le royaume de Gao ont dominé la sous-région, la zone de l'Afrique de l'Ouest en apportant l'unification des peuples pendant plusieurs siècles. Donc, il y a quelque chose qui se trouve au Mali qui va prendre corps. Les autres pays ne peuvent pas nous enlever ça. Ils ne peuvent plus nous enlever ça. Ça, c'est une certitude. Ils ne peuvent plus nous l'enlever. Ce qui a été récupéré par les Africains, c'est le plus important. Donc, ils peuvent s'agiter, ils peuvent faire des déclarations fortes, mais on n'est pas dans un jeu de quilles ou encore même dans un jeu de ping-pong où on va se renvoyer les paroles. On est aujourd'hui dans une géopolitique pragmatique où les Africains posent des actes là où il faut. La CEDEAO
ne peut pas vivre, il ne peut même plus avoir une existence longue sans les pays comme le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry. Ce qui est désormais en cours, c'est la mort de la CEDEAO et la renaissance d'une nouvelle organisation. C'est cette organisation qui est en train de prendre corps. Et cette fois-ci, mon frère Ngos, nous croyons que ça s'est passé parce que, excusez, hein, je vais un peu prendre des éléments. En discutant avec quelques personnes, des anciens, nous avons compris beaucoup de choses. Il y en a des anciens qui nous ont dit, est-ce que vous croyez que l'Égypte, les pyramides d'Égypte, étaient le point de développement de la culture égyptienne? Et il nous disait, en Afrique, si un vieux veut montrer qu'il est capable de faire quelque chose, il va faire cette chose loin de sa maison. Mais cette chose sera pour lui le témoignage que ce qu'il dit quand il est dans sa maison, ce n'est pas des fadaises. Donc nous avons laissé le témoignage de l'Égypte antique pour les générations. C'était le testament africain pour les générations. C'est la même chose qui se produit avec la CEDEAO. C'est-à-dire que ce qui va se produire là-bas, c'est un testament pour les générations futures. Les hommes, les Africains vont voir comment, à partir d'une fédération de quelques pays, on peut reconstituer le continent. Le chef du gouvernement burkinabé déclare d'ailleurs que la CEDEAO n'a pas aidé le Mali ni le Burkina Faso à lutter contre l'insécurité, à lutter justement contre le terrorisme. Donc pour eux, c'est une organisation qui n'aime pas l'organisation. La CEDEAO n'a jamais lutté contre le terrorisme. On sait que la CEDEAO sur le territoire du Mali, c'était quoi? C'était réunir les opposants maliens pour se liguer contre les autorités maliennes. La CEDEAO, c'était le pays, c'était l'organisation qui venait dire au Mali, au lieu de combattre les terroristes, la priorité c'est organiser les élections. Moi, j'ai jamais vu des terroristes, ou si les téléspectateurs peuvent nous brandir quelques exemples, qu'ils nous trouvent ces exemples et qu'ils réagissent dans les commentaires en nous montrant les exemples où lorsqu'on a organisé les élections, les terroristes ont décidé de fuir le pays. Ça ne s'est passé nulle part. Les États-Unis ne combattent pas les terroristes avec l'organisation des élections. Sinon, après l'organisation des élections, qui a vu le départ de George Bush, les Ben Laden auraient déjà abandonné leur combat et auraient dit, bon, pourquoi je combats encore? C'est maintenant Barack Obama. Il est même noir, il y a des perspectives. Il s'appelle Barack Hussein. Donc, peut-être qu'il a un côté... Hein. Donc, mais ils n'ont pas jeté les armes. Ils sont restés au combat. C'est des solutions fantoches. C'est des solutions. C'est même pas des solutions. C'est des traquenards. C'est des pièges qui sont tendus au Mali, qui avaient été tendus au Mali. Parce qu'on donne au Mali des conseils qui ne sont pas viables vu son environnement sécuritaire. La CEDEAO n'a jamais aidé à lutter contre le terrorisme. Regardez les forces qui ont été mobilisées. Est-ce que vous avez vu une mobilisation particulière de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme? Au contraire, en 2013, quand les Français arrivent, c'est les Tchadiens qui quittent l'Afrique centrale pour aller aux premières lignes. Est-ce que vous avez suivi que c'était les Nigérians, les Sénégalais ou bien les Ivoiriens? Ce n'était pas ceux-là. C'était les Tchadiens qui venaient d'Afrique centrale. Quand vous regardez les Français, ils sont venus de loin. Ils viennent de l'Europe, à des milliers de kilomètres. Et ils viennent, c'est eux qui organisent les bases militaires. Pendant ce temps, la CEDEAO était là et regardait. Et pendant cette période, c'est étrange, la CEDEAO ne s'inquiétait pas de ce qu'un pays étranger est en train d'intervenir au Mali. C'est quoi cette organisation qui trouve normal que quelqu'un vienne de loin et vienne se préoccuper davantage de la sécurité des populations locales qui sont sous sa responsabilité, mieux qu'elle? C'est un peu étrange. Mais cette organisation prend quand même sur elle de créer une adversité contre l'État malien lorsque les Maliens s'engagent véritablement à lutter contre les terroristes. Donc il faut comprendre que la CEDEAO elle-même est une complice des terroristes parce que lorsqu'on lutte vraiment contre les terroristes, elle s'inquiète. Et elle propose une lecture suivant laquelle le Mali est dans l'erreur. Le Mali ne devrait pas d'abord se focaliser dans la lutte contre les terroristes. Le Mali devrait organiser les élections. Quel est ce changement d'agenda? Quel est ce changement de priorité qui ne correspond à aucune réalité sur le territoire? C'est malsain, le jeu que joue la CEDEAO, c'est malsain. Et les acteurs qui mouillent dans cela, nous savons qu'ils sont tous proches de l'OTAN, ils sont tous proches des adversaires, des ennemis de l'Afrique, pas seulement des adversaires, des ennemis de l'Afrique, c'est-à-dire qu'ils veulent l'Afrique à mort. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons intitulé, c'est les Français eux-mêmes, dans le rapport de leur Sénat, qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Nous n'avons jamais pensé à écrire un livre, un rapport de nos parlementaires qui dit « La France sans les Français ». Mais eux, ils ont le courage d'écrire « L'Afrique sans les Africains », l'avenir de la France.
Quelle est cette conception qu'ils ont de l'Afrique? Donc, tous les chefs d'État qui sont proches de ces gens sont dans la même perspective. Ils sont simplement les moyens qui sont utilisés pour parvenir à cet objectif. Vider l'Afrique de ses habitants et les faire remplacer certainement par d'autres populations venues d'Europe et des États-Unis. Mais ce projet est déjà mort, nous le disons, il est mort. Ce projet n'aura pas lieu. Les Bazoum peuvent toujours rêver, ils peuvent toujours se voir très beaux, ils peuvent regarder le miroir et continuer de compter sur les bases militaires qui se multiplient à leurs frontières ou bien qui se multiplient sur leur territoire. Mais qu'ils sachent une chose, le Mali en avait bien plus. Le Mali aujourd'hui est panafricaniste. Le Niger peut en avoir bien plus. Le Niger est condamné à être panafricaniste. Pas à cause de Bazoum, pas à cause simplement de la France, mais parce que c'est notre territoire. C'est l'Afrique. Et nous, en Afrique, c'est nous qui allons prendre le contrôle de notre continent. Nous le disons avec certitude. Ce continent sera totalement contrôlé par nous. Ce qui se fait actuellement avec le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Mali, ça va irradier tous ces peuples. Le Niger va rentrer dans la danse. Et nous savons que c'est très proche. Les Nigériens vont surprendre tout le monde. Ils vont surprendre tout le monde. Plus d'un vont se réveiller un matin et dire « Ah, c'était si avancé au Niger ?» Oui, c'est si avancé au Niger. Les Nigériens y pensent tous les jours. Et ils vont réussir à reprendre le contrôle de leur propre pays. On va déménager toutes ces bases. Donc, pour cette CEDEAO, qui est composée de petits combinards, d'acteurs sans légitimité véritable, qui comptent sur l'étranger pour se maintenir au pouvoir, cette CEDEAO peut toujours s'agiter. C'est un peu comme lorsqu'on coupe le cou du coq, il continue. Toujours à se débattre. Voilà, c'est l'espace, mais ce n'est pas la vie. Et pendant ce temps, il faut également préciser que dans ses propos, le Premier ministre burkinabé déclare « Nous pouvons aussi nous mettre ensemble et d'autres viendront nous rejoindre. Rien ne se fait sans début. Il faut qu'il y ait des précurseurs qui indiquent le chemin. Nous voulons être ces précurseurs. Le chemin ne sera pas facile, mais nous sommes engagés pour la victoire ou la mort. Nous tenons le flambeau. Si nous chutons, nous laisserons nos populations désemparées. Nous ne pouvons pas prétendre les diriger sans connaître leurs aspirations et sans prendre le risque pour les réaliser. Il nous faut forcément aller de l'avant vers l'intégration. Est-ce l'Union africaine, la vraie, disons-le comme ça, ou alors, disons-le précisément, les États-Unis d'Afrique qui sont en train de se mettre en place petit à petit? Oui, mon frère Ngoz. Oui. L'Union africaine spirituelle a déjà pris le contrôle. Et mon frère Ngoz, il faut voir comment le combat que nous menons, il y a une adhésion collective de tous les Africains de par le monde. J'étais surpris. Les personnes qui parlent anglais, espagnol, nous contactent. Ils disent qu'ils font des efforts de traduction des textes. Mon frère Ngoz, quand on regarde nos médias panafricanistes, je ne connais pas un seul qui a un sous-titrage dans une langue étrangère. Nos émissions sont pour la plupart en langue française. Mais les Africains se sont réappropriés. Ça veut dire que ça dépasse de loin. C'est l'Union africaine spirituelle qui a pris le contrôle. Et c'est une vraie union parce que cette union fait que le combat que nous menons, chaque Africain s'y reconnaît et s'engage pour que ce combat marche. Et ce combat va plus profondément maintenant. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a la face visible. Oui. Parce que la face visible a émergé. Elle est devant tout le monde. C'est le Burkina, le Mali, la Guinée-Conakry. Tout le monde voit. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un aimant qui attire des corps? Avec la loi de l'attraction, ou bien le soleil, pour ceux qui regardent le soleil, comment le soleil entraîne les planètes dans son sillage. C'est ce qui va se passer. Ce que font les autorités maliennes, burkinabè et de Guinée-Conakry va nécessairement attirer les autres nations. Oui. Et les autres nations vont venir se greffer là-dessus. Et à un moment, vous allez voir que ça ne sera pas seulement l'Union africaine des peuples du continent. Parce que beaucoup pensent que c'est seulement le continent. Non. Nous allons aller jusqu'aux Antilles. Oui. Parce que les Antillais ne se reconnaissent pas comme étant un département de la France. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, tous ces peuples-là veulent également revenir à l'Afrique. Les Jamaïcains, les Haïtiens
Tous ceux-là se reconnaissent dans notre combat. Partout où il y a des Africains sur la terre, ils veulent revenir à ce combat. Donc, nous sommes en train de créer quelque chose qui va dépasser, c'est une union qui va dépasser simplement la sphère du continent. Peut-être que nous allons lui donner un nom qui finalement rendra compte pour le mieux de la réalité que nous sommes en train de construire. C'est un grand projet. Et quand vous suivez comment M. de Tambela parle, quand il s'exprime, mon frère Ngos, la détermination qui transparaît dans ses propos, je ne crois pas que par le passé, nos premiers ministres s'exprimaient comme ça. Il y avait toujours de la diplomatie, une envie d'être, on disait, modéré. Mais là, il dit, nous ne pouvons pas échouer. Il dit, si jamais, il ne trouve même pas d'alternative. Il sent que ce combat, c'est comme si on vous a mis dans un cercle de boxe et vous avez votre adversaire. Et derrière, il y a tellement de candidats prêts à vous remplacer qu'on vous dit, gars, si tu te fatigues, nous on vient. Et on te dit, si tu ne peux pas, tu laisses, nous on vient. Donc à un moment, vous vous dites, celui-là, il va seulement me tuer. Donc M. de Tambela, il est un peu comme ce combattant-là. Il dit, il ne faut pas que je déçoive ceux qui sont derrière. Ils sont tellement décidés qu'il faut que je fasse bien le job et je sois encore dans le ring. C'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il dit. Donc, en face, on n'a pas la même détermination. En face, on ne peut pas l'avoir. Parce que les autres servent des projets qui ne sont pas les leurs. Ils ne savent même pas où est-ce que ça a été conçu. Ils servent des intérêts mafieux, des intérêts ventriloques, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas le ventre. Et quand le ventre et la pitance est menacée, ils sont prêts à renoncer à leur cause. Donc en face, on n'a pas des gens avec les mêmes convictions. De notre côté, il y a de la sincérité, des véritables convictions. Il y a des valeurs qui nous portent. Donc, vous comprenez, même dans ce discours, que notre combat est condamné à réussir. Merci à vous, Jonathan Matengene, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est toujours un plaisir, mon frère Ngos. Comme le déclarait haut et fort Aimé Césaire, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Et sur le continent africain, eh bien, les choses changent chaque jour et le magma profond est en train de bouillir. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.